Là, on est bien dans le cadre de l'histoire des techniques. Donc, certains, bien sûr, auront l'impression de redite. Bon, je n'ai pas repris le cours que j'ai longtemps consacré au système technique en cours de licence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'ai essayé malgré tout de présenter ça un petit peu différemment et j'ai mis aussi un petit point d'historiographie, vous verrez, qui, pour tout dire, c'est quelque part, disons, une mention de mon mécontentement ou de mon ébahissement, vous verrez de quoi je veux dire, qui ne vous concerne pas de toute façon, mais qui concerne la façon dont en France, on considère l'histoire des techniques. Voilà. Et puis donc, il y a une petite partie qui va être consacrée au topic, puisque cette question aussi m'avait été posée, de revenir un peu sur cette notion. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé voilà, système complexe, technique et les topics de pensée. Voilà. Alors, je voudrais commencer par dire une chose. Hein. On est bien ici, je l'écris, mais je le répète, on est bien ici dans le cadre de la francophonie. Je ne vais pas, ce sont des questions de facilité tout simplement. Je ne vais pas développer la manière dont les collègues anglo-saxons parlent ou ne parlent pas ou n'utilisent pas ces concepts et les concepts qu'eux, ils utilisent. Les concepts, notions, etc. C'est d'autant plus facile pour moi que je dois dire que les deux mondes de la francophonie et de l'anglophonie ne se parlent pas, pour ainsi dire, ou très peu. Et en tout cas, quand ils se parlent, ce n'est pas, disons, dans un dialogue à parité. Globalement, les collègues anglophones ne lisent pas les francophones. Bon, ils ne lisent pas, enfin jusqu'à maintenant. Et d'autre part, aussi les lisent, c'est pour acquérir des faits, mais ce n'est pas pour dialoguer autour des interprétations. Par contre, beaucoup de collègues francophones lisent les publications et les écrits des collègues anglophones. Et là, on n'est pas non plus pour, disons, un échange scientifique que je qualifierais d'habituel, c'est-à-dire d'échange critique et de dialogue critique, comme on peut avoir, par exemple, dans ce séminaire, tout simplement. Mais c'est plutôt une sorte d'adoption fusionnelle au motif que c'est dit en anglais vraisemblablement ou que c'est bien puisque ça vient des États-Unis. Je durcis à peine le trait. Je durcis à peine le trait. Donc, voilà pourquoi c'est facile de dire ce qui se passe. Alors, par contre, les écrits francophones, il faut comprendre la francophonie dans le sens très large. Hein. Bien sûr, on comprend, ça comprend le Québec et une partie et tout le Canada francophone, mais bien sûr, ça comprend toute l'Afrique francophone, ça va de soi. Mais il ne faut pas oublier qu'une partie de l'Europe disons, particulièrement les collègues qui ont entre 50 et 70 ans, puisque c'est mon âge maintenant, eh bien, ont été formés et ont fait des thèses souvent à Paris. Et que donc, ils s'expriment en français. C'est le cas des Italiens, c'est le cas des Espagnols, c'est le cas des Portugais, et c'est le cas de pas mal disons, de collègues européens. Ne le font pas du tout, c'est le cas des Tchèques, bien sûr, etc. Ne le font pas du tout les collègues allemands, hein, qui eux, sont franchement dans la sphère anglophone, par exemple. Hein. Le collègue néerlandais, c'est mitigé. Voilà, ça c'est pour une espèce de géographie de la francophonie, pour bien situer tout ce qui ça peut intéresser. Par ceci. Alors, je vais commencer par une rapide présentation
disons, des filiations, plutôt des pères fondateurs de chacune des notions. Donc c'est pour ça que j'ai appelé à tout seigneur, tout honneur. Hein. La notion de chaîne opératoire a été définie, déterminée, mise au point par André Leroi-Gourhan. On est là dans les années 1940-1950. C'est une notion qui est encore bien en vigueur. Hein, et donc, c'est l'œuvre énorme d'André Leroi-Gourhan sur l'archéologie et l'anthropologie des techniques, tous ces ouvrages qui sont très lus en France, aussi bien du côté des archéologues que du côté des anthropologues. La notion de complexe technique, on la doit plutôt à Maurice Domat, et là on est dans les années 60-70. Donc Maurice Domat est un historien des sciences à l'origine, c'est un ingénieur à l'origine, hein. C'est aussi un historien des sciences, et il a fait sa thèse en histoire de sciences sur le rôle de l'artisanat dans la construction des instruments scientifiques et donc dans le développement des sciences à l'époque moderne. C'est une thèse qui a fait date. Maurice Domat est aussi la personne qui a introduit l'archéologie industrielle en France dans les années 80. Il a écrit une histoire des techniques très descriptive et un peu décriée pour ça, publiée à peu près un peu avant l'histoire générale des techniques de Bertrand Gilles. Et lui a privilégié l'approche par complexe technique, disons, dans ses travaux. Alors, pour ce qui est des lignées techniques, là, disons, il y a le père fondateur de la notion, on va dire, celui qui l'a le plus utilisé, et d'ailleurs qui a fait date, c'est Yves Deforges, qui est un collègue qui, lui, n'est pas bien connu dans le monde de l'histoire des techniques, parce qu'en fait, il n'a jamais été historien ès qualité. Il a fait sa thèse sur l'histoire du dessin, et en fait, il a été inspecteur pédagogique, inspecteur général, c'est-à-dire qu'il était un institutionnel, on va dire, de l'enseignement en France, et il a dédié sa carrière au développement de l'enseignement technologique et de la notion de culture technique dans les années, on va dire, 70 et 80. Yves Deforges est quelqu'un d'extrêmement important sur toutes les notions de culture technique. Et je vous recommande ces ouvrages qui sont très accessibles. Hein. Je reviendrai d'ailleurs sur cette notion. Et bien sûr, Gilbert Simondon, qui lui est philosophe des techniques, alors, dont le nom est connu maintenant parce que la pensée de Gilbert Simondon est très, très, très utilisée par la pensée systémique et à mes yeux, à juste titre. Le nom est connu, mais lui-même, ses ouvrages sont peu lus, en particulier du mode d'existence des objets techniques, assez compliqué à lire pour un historien, et néanmoins indispensable pour ceux qui s'intéressent. J'ai fait un petit Simondon pour les nuls dans le numéro d'Héphaïstos qui vient de paraître là, en OAP, en utilisant l'excellent ouvrage d'un collègue et ami Xavier Guchet, qui lui aussi est philosophe des techniques et qui a beaucoup travaillé sur la technologie, qui était dans le cadre à l'époque de Paris. Hein. Et enfin, il est tout à fait connu que la notion de système technique en histoire, j'entends bien en histoire des techniques, a été développée et défendue par Bertrand Gilles. On est là dans les années 80, alors Bertrand Gilles n'était plus là dans les années 80, beaucoup le savent et d'autres ne savent pas. Il est disparu prématurément parce que en fait il était alcoolique, Bertrand Gilles, et son organisme n'a pas résisté à la haute teneur en alcool qui lui affligeait. C'est bien dommage pour nous parce que vraiment il est parti très tôt. C'est un personnage très important en histoire des techniques, Bertrand Gilles, mais qui a fait très peu carrière dans l'institution historienne, et qui longtemps a été snobé d'ailleurs par les historiens, on va dire, classiques. En fait, il est à l'origine de formation archiviste, il a été directeur des archives nationales, et c'est sur le tard qu'il est devenu maître de conf ou professeur, je ne sais plus, à l'université Clermont-Ferrand.
Alors, j'ai mis les années 80 parce que ces deux ouvrages, enfin, l'ouvrage essentiel, c'est l'histoire générale des techniques qui est paru à la fin des années 70, suivi d'un article non moins important, qui est assez bref, mais très important, qui s'appelle La dynamique des systèmes techniques, qui est paru lui en 78, et c'est vraiment dans les années 80, alors qu'il n'était plus là, que disons, toutes ces travaux sur les systèmes techniques ont été développés. À l'origine aussi, il est surtout d'ailleurs un historien de l'économie, hein, passé aux techniques ensuite. Voilà, alors je donne aussi là quelques références. Alors c'est la référence des travaux des travaux que j'ai déjà faits, sur lesquels je vais m'appuyer. Comme je vous ai dit dans mon courriel, toutes les références aux auteurs que je viens de citer, vous les trouvez dans cet ouvrage collectif, hein, ce rapport collectif qui a été fait dans ce qu'on appelle un programme PCR en France, un programme collectif de recherche financé par le service de recherche archéologique de la région Bretagne. Et le financement a duré, disons, 1 an ou 2 ans, et il nous a fallu 1 an pour écrire le rapport. Ça a été extrêmement compliqué, c'était pluridisciplinaire, et je crois que la pluridisciplinarité, c'est un sacré combat. Tous sont des paléométallurgistes, mais différents, puisque Christophe Colliou est archéologue, Régis Aranda est forgeron, Philippe Dinman est archéomètre, et Jean-Bernard Vivet est archéologue. Et donc, il y avait aussi, c'était piloté par une historienne des techniques. J'ai mis le court podcast sur les systèmes techniques, c'est pour lancer je lance toujours la même question. Je n'ai plus les podcasts, j'ai bien les podcasts du cours sur nature et technique que vous avez tous, puisqu'il est disponible sur iTunes, mais je n'ai plus les podcasts sur les systèmes techniques, et Paris 1 ne les a pas retrouvés. Le service, disons, des EPI, des enseignements pédagogiques, des espaces pédagogiques informatiques à Paris 1 ne l'a pas retrouvé. Donc, si quelqu'un avait par hasard téléchargé ou connaît quelqu'un qui aurait téléchargé ces podcasts sur les systèmes techniques, c'est le cours du 2e semestre de L3 ou du 1er semestre de L3, je ne sais plus. J'en serais vraiment contente de pouvoir les récupérer, mais bon, je lance toujours mon éternel bouée à la mer. Alors, bien sûr, la plupart des articles cités, vous les trouvez dans l'imaginaire et la pensée technique, à quoi s'ajoute cet article « Le cuivre actant du monde » que j'avais écrit pour Michel Pernaut, qui dans son excellent ouvrage 4000 ans d'histoire du cuivre. Michel Pernaut est archéologue, archéomètre, spécialiste du bronze à l'époque de la Tène, pour essentiel. Il était directeur de recherche au CNRS, désormais il est lui aussi, bien sûr, à la retraite. Il était à Bordeaux. Voilà, alors je vais directement aller aux définitions. Je me suis dit que c'était plus simple de faire ça. Excusez-moi, je vais boire un petit peu, et je crois que je vais prendre, parce que j'ai ma gorge qui flanche. Ah, désolé. Alors, la chaîne opératoire. La chaîne opératoire désigne l'enchaînement des processus et gestes techniques nécessaires à l'obtention d'un produit. Donc, pour obtenir n'importe quel produit, hein, que ce soit, on va dire, un sabot, pour prendre l'exemple cher à Bertrand Gilles, jusqu'à, pourquoi pas, que dirais-je moi, une automobile, vous avez nécessairement une succession de processus et de gestes techniques, qu'ils soient accomplis par l'homme dans le cadre du sabot, ou qu'ils soient accomplis par des robots ou des machines transfert, etc., dans le cadre, pour une grande part, dans le cadre de l'industrie automobile. Mais vous avez cette succession que, en droit le courant, a qualifié de chaîne opératoire. C'est la succession des opérations, hein, donc processus et gestes techniques. Donc, c'est un processus qui va décrire ou chercher à décrire du début jusqu'à la fin les différents processus et gestes qu'on emploie, eh bien, pour fondre un métal, pour le forger, pour tisser les fils et faire un tissu, etc., etc., pour la céramique, le verre, tout ce que vous voulez.
Alors ça, c'est donc, on va dire, une notion qu'on pourrait qualifier d'horizontale en quelque sorte, hein. Le complexe technique, maintenant, lui, il désigne l'ensemble des moyens matériels et immatériels nécessaires à l'obtention d'un produit. C'est-à-dire que pour avoir une chaîne opératoire, pour qu'une chaîne opératoire existe, vous avez nécessairement un complexe technique. C'est-à-dire le complexe technique, eh bien, c'est comment dire, c'est ce qui permet de… On met sous ce terme toute l'agrégation, hein, l'agrégat des matières premières, des outils, de l'énergie, du savoir-faire. Vous voyez, tout ce qu'il faut vraiment, tout l'ensemble, hein, qu'il faut avoir pour obtenir un produit. Donc, si c'est un sabot, là encore, on reprend. Eh bien, pour que le sabotier puisse développer sa chaîne opératoire, il lui faut son savoir-faire. Donc, il a forcément un apprentissage et donc il est forcément dans une communauté professionnelle, quelle qu'elle soit, qui lui a appris. Mais il a aussi forcément du bois, et pas n'importe lequel, hein, ce type de bois qui permet d'avoir des outils qu'on peut se mettre au pied qui soient suffisamment légers, chauds et robustes. On ne fait pas des sabots avec du chêne, on ne fait pas des sabots, vous voyez, il y a un type de bois spécifique qui permet qui permet de répondre à la fonction. Pour ça, il lui faut des outils. Donc, les outils, soit il est fait, ça c'est vraiment parti, mais soit il a à côté de lui ou pas très loin de lui des artisans qui sont capables, quand lui va à disons, quand il va à son échoppe ou dans l'atelier et qu'il demande tel type d'outils, l'autre comprend immédiatement de quoi il s'agit. Donc, il faut, vous voyez, à côté, tout un ensemble de personnes capables de lui fournir ces outils, et il lui faut, si besoin, ce n'est pas toujours le cas, mais de l'énergie. Bon, souvent pour le sabotier, c'est l'huile de coude, mais ça peut être aussi, dans le cas de mécanisation, une roue hydraulique, etc. Et du coup, si vous avez une roue hydraulique, eh bien, il faut automatiquement un charpentier hydraulique, un cours d'eau, donc une gestion du cours d'eau. Vous voyez, c'est ça le complexe technique. Donc pour le sabot, ça peut être le minimum, c'est-à-dire le sabotier dans sa forêt avec ses quelques outils qui est son savoir-faire, et ça peut être au maximum tout un ensemble avec ce qu'il faut comme énergie, ce qu'il faut comme personne capable de mettre au point et de développer tout le plan énergétique, ce qu'il faut comme outil, et donc l'ensemble des artisans qui sont capables, on va dire, de fournir les outils adéquats aux professionnels qui en a besoin. Tout cet ensemble, ce complexe technique, s'organise dans ce que certains anthropologues ont appelé à juste titre la coactivité, c'est-à-dire la capacité à se comprendre et à s'entendre, justement, à la fois quand on veut un outil et, vous voyez, et quand on sait immédiatement, oui, tiens, toi, il te faut tel outil, ok, d'accord, je te le fais, quoi, sans difficulté. Il y a une sorte de coactivité qui se met en place dans un espace, un territoire qui fait que il y a une réponse immédiate à une demande assez forte qui peut arriver et qui inclut cette coactivité souvent la clientèle. C'est parfaitement ça, ça vaut à l'échelle du monde pour toutes les sociétés humaines. C'est pas du tout lié à l'Europe. Vous avez dans L'Enfant Noir, ce magnifique ouvrage là qui a été écrit, je crois, avec cet auteur Niger, Kamara Lai, qui décrit parfaitement, mais il ne dit pas que c'est le complexe technique, mais c'est parfaitement décrit. C'est exactement ça. Voilà, ça c'est donc le complexe technique. C'est une notion importante, à mon avis. Alors, la lignée technique est non moins importante, mais beaucoup plus compliquée à utiliser. La lignée technique, ça désigne la filiation technique dans laquelle s'inscrit un objet technique. Alors, bon, dit comme ça, vous allez me dire que ça ne vous illustre pas grand-chose.
Bon, en métallurgie, si vous voulez, vous avez deux grandes lignées techniques, que ce soit d'ailleurs pour le cuivre, pour le fer, enfin pour les métaux non ferreux. Vous avez la lignée des fers horizontaux et vous avez la lignée des fers verticaux, des fours verticaux, pardon. Et les fours verticaux, vous les déclinez sous toute cette lignée technique, vous la déclinez sous toutes ses formes, c'est-à-dire vous avez le bas fourneau, hein, qui est à hauteur d'homme, qui arrive à peu près à mes épaules, hein. Vous avez le moyen fourneau qui va me dépasser un peu et pour lequel, par exemple, pour le remplir, il va falloir monter sur une petite estrade et puis il va falloir tendre le bras pour remplir et pour verser le contenu de ce qu'on doit mettre dans le fourneau, c'est-à-dire l'ensemble, ce qu'on appelle la brasque, hein, c'est-à-dire l'ensemble minerai et puis en même temps, disons, énergie, charbon, etc. Hop, vous le versez comme ça. Et vous avez les hauts fourneaux. Alors là, eh bien, pour y accéder, il faut un système d'escalier, etc. Et il est rempli par la gueule également. Mais voilà. Mais ça, c'est la même, en fait, vous êtes là dans la même lignée technique. Vous êtes là dans la lignée technique des fours qui sont des fours verticaux. Et à côté, vous avez une lignée technique qui est apparue plus tardivement, ou pour d'autres choses, qui est la lignée des fours horizontaux. Et là, bien souvent, d'ailleurs, dans la lignée des fours horizontaux, eh bien, l'énergie sera séparée du métal en fusion, alors que dans les fours verticaux, on met ensemble l'énergie et le métal en fusion, hein, et ça coule vers le bas, hein, tout coule vers le bas, et on s'en débrouille après. Et donc, l'évolution technique de ces deux lignées n'a pas été la même. Voilà, hein. Eh bien, vous avez ça aussi vous avez différentes lignées techniques de cette manière pour toute l'instrumentation technique, en quelque sorte. Toute instrumentation technique, en quelque sorte. Alors, cette lignée technique, ça permet, on va dire, de comprendre et de comparer les organisations des chaînes opératoires autour des outils. C'est souvent ça. Mais je vais revenir après sur les usages. Là, je suis vraiment dans la définition. Et vous voyez que quand on est dans les lignées techniques, on est sur l'outil ou l'objet technique stricto sensu. Et on ne parle pas ni du complexe technique, ni de ce qui a fait naître ou ce qui permet à l'outil d'exister, ni de la chaîne opératoire, c'est-à-dire la manière dont finalement l'opérateur s'agite et organise son travail autour de l'objet ou avec l'outil technique. Enfin, d'apparition à peu près au même moment d'ailleurs que l'unité technique, le système technique, donc désigne en termes de, et là tous les mots comptent, hein, de convergence, Bertrand Gilles parlait de congruence, d'interaction et d'effets en retour, c'est ça l'élément essentiel, hein, ce sont les effets en retour, la dynamique sociétale induite par le développement technique et ou technologique. Donc on est là avec le système technique, on quitte, on va dire, une approche centrée objet ou centrée geste, hein, pour aller sur une approche qui met en interaction l'objet technique ou le produit ou, si vous voulez, l'outil, mais en interaction avec la société elle-même. Et pour qu'il y ait un système technique, il ne suffit pas qu'il y ait une organisation. Certes, le mot système désignait une organisation au XVIIIe siècle, ça a désigné des organisations économiques au XIXe siècle, mais on n'est là, pas dans ce cadre-là, hein. Lorsque Bertrand Gilles développe cette idée et la déploie, on est dans le cadre de la pensée systémique, et donc, c'est-à-dire que c'est une approche à la fois de la complexité et une compréhension des interactions et des effets en retour qui sont provoqués par le développement. Là, comme on est dans le cadre du système technique, c'est par le développement technique ou technologique. Alors, effet en retour,
Bon, eh bien, par exemple, le développement, je crois qu'il n'aura échappé à personne, mais non, c'est indubitable et indiscutable que le développement de l'Internet a permis, a eu pour effet, disons, le développement de ce qu'on appelait les médias sociaux, ou encore faussement, à mon avis, les réseaux sociaux, Facebook, etc., maintenant Instagram, etc. Et en effet, en retour, on va dire, on a un impact réel sur la société. Et l'effet, vous voyez que vous avez un effet en retour sur Facebook, Instagram, etc. eux-mêmes, soit positif, soit négatif. Ben, un positif, ma foi, aujourd'hui, tout le monde utilise Facebook pour faire connaître ce qu'il fait, depuis le plus petit individu, voire le gamin, dès l'âge de 10 ans, et sur Facebook, jusqu'à, on va dire, n'importe quelle municipalité, université, etc., qui a son Facebook et qui montre ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Bon, OK. Mais alors ça, on peut dire c'est en positif. En négatif, eh bien, parce que ça modifie la compréhension et l'existence des réseaux sociaux, la dynamique sociétale est modifiée de ce fait, et du coup, Facebook doit lui-même se modifier, soit il renforce, on va dire, son aspect influence sociétale d'une autre manière. C'est la tendance actuelle de Facebook d'aller vers ce qu'il appelle le métaverse, hein. Soit au contraire, et ça c'est ce que voudraient faire les différents États maintenant, pour essayer de le pousser à maîtriser les algorithmes qui nuisent, disons, à la relation sociétale. Donc voilà, je parle de Facebook parce que c'est peut-être le plus compréhensible à l'heure actuelle, mais il faut comprendre qu'on a cette dynamique, cette interaction et cet effet en retour permanent qu'on n'a pas dans un système technique. Je pense que j'y reviendrai. Alors, ces notions, donc voilà, hein, ça c'est donc les définitions. Donc, si je reprends, si vous voulez, chaîne opératoire, c'est processus, geste pour l'obtention d'un produit. Complexe technique, c'est l'ensemble du dispositif nécessaire pour l'obtention du produit, aux deux plans matériel et immatériel. Lignée technique, c'est, disons, on va dire, c'est la généalogie des outils employés pour obtenir un objet technique, voire la généalogie elle-même de l'objet technique, la généalogie de l'objet technique lui-même. Enfin, le système technique, eh bien, c'est cette complexité qui est créée d'interaction entre le développement technique et technologique et le développement sociétal. Alors, qui utilise ces notions? Ça, c'est tout à fait intéressant de se poser ces questions. J'aurais tendance à dire pas grand monde. Ça, c'est un peu la réponse, pas grand monde, à l'exception de la chaîne opératoire. Alors, la chaîne opératoire, qui l'utilise, qui sont les usagers de cette notion? Essentiellement, ce sont les archéologues et anthropologues francophones. Lorsqu'elle est utilisée par les anglophones, c'est assez rare. C'est plutôt par ceux qui se réclament de l'archéologie historique, et ils utilisent le terme en français, hein. Ils mettent chaîne opératoire entre guillemets. Alors, pourquoi et comment ils l'utilisent? Donc, alors, c'est un outil. Pourquoi on doit utiliser la notion de chaîne opératoire? Vous remarquez que les historiens des techniques ne l'utilisent pas. C'est assez incroyable, mais c'est comme ça. Alors, c'est un outil d'analyse indispensable pour la compréhension des savoir-faire, quel que soit le régime de technicité concerné. Ça tombe sous le sens, mais ça semblerait ne pas être le cas pour les historiens des techniques. On verra pourquoi plus tard, hein. En tout cas, en France. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, puisque dans les années 80, 90, on a fait beaucoup de fouilles de paléométallurgie en Bretagne. Et donc, or, il y avait très peu de fouilles de paléométallurgie, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de modèle d'atelier. Il faut comprendre, hein, il faut comprendre que lorsqu'on démarre une fouille, disons en paléométallurgie, qu'est-ce qu'on a devant soi? On a un terrain,
qui est généralement assez limité, hein. Et puis, on a à peine, on a même pas de marque de rubéfaction, ça arrive après. Et ça a commencé comme ça, nous, hein. Et on a une marque, disons, on a une espèce de cercle qui affleure le terrain, un cercle de pierre qui affleure le terrain. Nous, la paléométallurgie en Bretagne a commencé comme ça. Et donc, on n'a aucun référent pour comprendre ce que c'est qu'un atelier métallurgique. D'ailleurs, on ne sait même pas quel type d'atelier métallurgique on a à faire, et on ne sait même pas non plus à quelle époque on est. Et donc, bien, pour comprendre, et il en est de même, disons, d'ailleurs, pour l'archéologie minière au passage, hein, qui n'était pas plus documentée, il n'avait pas plus de cadre référentiel. Et donc, pour ça, ben, il a bien fallu essayer de se donner des référents, des cadres mentaux, si vous voulez, je reviendrai justement, des cartes mentales possibles des ateliers. Et ben, on a essayé de comprendre et on essayait de trouver des chaînes opératoires qui nous permettaient de savoir comment ça se passait. Et bon, j'ai un étudiant de master, Simon Pelker, qui avait fait une recherche là-dessus. Quels étaient les cadres mentaux utilisés par les paléométallurgistes pour se faire une idée de ce que pouvait être une fouille, un atelier qu'on fouillait. Eh bien, ça a été pendant longtemps le référent africain. Le référent africain nous a servi. Ensuite, ça a été le référent japonais. Et donc, ça a été un moment tout à fait indispensable pour, ma foi, comprendre comment dans l'espace, les fourneaux, où étaient les fourneaux dans notre espace de fouille, etc. Et pour aller un peu plus loin, les chaînes opératoires permettent, connaître les chaînes opératoires permettent d'établir des comparaisons, par exemple, entre la manière dont un forgeron africain, un forgeron européen, un forgeron japonais va forger. Et à partir de là, on peut savoir si oui ou non on a des invariants techniques. Alors, ces invariants techniques dont parle André Leroy-Gourhan d'ailleurs, ça existe, hein. C'est-à-dire que c'est ce que dit André Leroy-Gourhan, on a l'impression que, enfin non, c'est plus qu'une impression, on voit qu'on soit à l'époque romaine, qu'on soit en Afrique au 19e siècle, voire au Moyen-Âge en Afrique, qu'on soit au Moyen-Âge en France, en Bretagne, voire à l'époque romaine, etc., 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 eh bien, on a des passages obligés de la chaîne opératoire. C'est pareil pour le tissage, c'est pareil pour quels que soient les outils présents. On a des passages obligés pour la forge. Il n'y a pas 10 000 façons de forger, en fait. Et pendant longtemps, on a expliqué ces ressemblances comme étant des phénomènes de diffusion qui forcément allaient du centre vers la périphérie. Libre, je vous laisse tout de suite imaginer qui était le centre, qui étaient les périphéries. Ça allait de soi. Et en fait, non, dit André Leroy-Gourhan, ce sont des invariants techniques qui développent, à partir de quoi se développent des tendances techniques. Autre terme qui est utilisé de façon judicieuse par Leroy-Gourhan. Alors, le risque, par contre, il y a un risque sur la chaîne opératoire, c'est d'en faire un mode d'emploi. Et c'est de croire que ça existe, en fait. C'est-à-dire que, voilà, les artisans, ils ont un mode d'emploi qu'ils appliquent. Et bien souvent, j'ai bien vu souvent les archéologues, je ne peux pas dire pour les anthropologues, j'ai très peu discuté avec des anthropologues, mais j'ai bien vu souvent les archéologues considérer que la chaîne technique, ça devait être ça, 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 hein, mais sans considérer que précisément le travail de l'artisan, bien, c'est de faire adapter, on va dire, son savoir et donc l'idée qu'il a de sa chaîne opératoire à la réalité du matériau qu'il est en train de travailler. Et bien souvent, ça passe par des adaptations et donc on modifie, on contourne la chaîne opératoire, on en crée une autre au besoin, etc., etc. Donc, dans la pratique, c'est une grande flexibilité. Ceux qui ont du mal à comprendre un peu disons, quand on utilise de façon trop fixe cette notion. Alors, voilà pour la chaîne opératoire. J'espère que tout ça correspond à ce que vous attendez de moi. Complexe technique maintenant. Alors,
le complexe technique, donc, c'est Maurice Domat qui en est le principal utilisateur, Bertrand Gilles aussi, au passage. Alors, qui utilise la notion de complexe technique? Pas les archéologues, pas les anthropologues, quelques historiens des techniques. Très, très peu. Mais vraiment très, très peu. La notion n'a jamais été à la mode. Elle a parti de quoi? J'en avais discuté avec mon maître Denis Voronov il y a très, très longtemps, dans les années 80. Et lui, ce qu'il gênait, c'était le mot complexe. Bon, OK pour parler de complexe industriel, mais parler de complexe technique, ça ne pouvait pas aller. Donc, cette notion de complexe technique qui est très utile et sous-utilisée. Or, c'est un outil indispensable pour territorialiser un savoir-faire. Sinon, notre chaîne opératoire, elle est, je dirais, elle flotte dans les airs, comme ça. Hein, et l'archéologue ou l'anthropologue, il y a une espèce de bulle qui est l'atelier et rien n'existe autour. Or, ce n'est pas possible. Du moins, on ne pense pas à ce qui est nécessaire pour que l'atelier existe. Or, ça explique beaucoup de choses, y compris de la fouille, y compris de ce qu'on trouve, des artefacts. C'est nécessaire pour comprendre la coactivité qui est propre à une région donnée et donc pour comprendre la réussite ou l'échec des transferts techniques. C'est-à-dire la coactivité, qu'est-ce que c'est? C'est pour une bonne part l'immatériel, la culture technique, comment dire, la compréhension technique de tout ce qui va autour d'un savoir-faire précis développé dans une région. Et quand c'est présent, par exemple, quand un potier va aller dans un village de potiers qui viennent du Japon, d'Afrique, et qu'il arrive et qu'il débarque dans un village français, il comprendra ce qui se passe, parce qu'ils auront de toute façon un vocabulaire et une carte mentale commune qui est la poterie. Mais si un métallurgiste arrive chez des potiers, il y a peu de chances que ça fonctionne aussi facilement. Vous voyez, je prends des exemples qui sont caricaturaux, mais il faut… Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas du même complexe technique, en quelque sorte. Et même, j'ai vu ça dans les archives, un métallurgiste non ferreux spécialisé dans quelque chose qui est extrêmement complexe, qui est la coupellation, c'est-à-dire la séparation du plomb d'œuvre et de l'argent, être un maître chez lui en Alsace, on le fait venir, disons un chef d'entreprise le fait venir, on est au XVIIIe siècle, dans sa région en Corrèze, dans l'actuelle Corrèze, qui ne s'appelait pas comme ça, c'est-à-dire dans le sud du Massif central, si vous voulez. Et là, eh bien, il ne parvient pas à faire fonctionner sa chaîne opératoire. Pourquoi? Eh bien, parce que le complexe technique n'est pas le même. En particulier, il a bien les savoir-faire, mais les bois ne sont pas les mêmes, les cendres ne sont pas les mêmes, ses aides, il n'en a pas, et donc c'est l'échec total. Et même le plomb est différent, le plomb d'œuvre n'est pas le même. Donc c'est l'échec total. Donc c'est une notion qui est très très intéressante pour comprendre ce qui se passe en termes de réussite et d'échec. Et le risque, alors que j'ai vu en permanence, c'est puisque un complexe technique, c'est une organisation, de fait, informelle souvent, je veux dire par là qu'elle n'est pas objectivée, elle n'est pas objectivée en tant qu'organisation formelle, elle existe, voilà, mais elle n'est pas objectivée, eh bien, le risque est de la confondre avec les systèmes techniques et de voir des systèmes, de faire de tout complexe technique un système technique. Or, ça c'est non. Parce qu'un système technique, comme je disais, influe sur une société et la modifie. Il y a sans arrêt des interactions et des effets d'aller-retour. Je vais prendre un exemple. Le savoir hydraulique, le savoir-faire hydraulique, il y a forcément un complexe technique qui va avec pour mettre en place tout un système d'hydraulique. Bon, ceci dit, maintenant, si l'hydraulique s'écroule dans un coin, ça ne modifie pas profondément la société. Ça, pas du tout. C'est parce que, disons, je parle ici à l'époque médiévale ou à l'époque moderne, bon, ça va modifier un petit coin de la société. Il y a des gens qui vont faire faillite, d'autres qui vont… Mais le reste, la société va continuer à vivre de son train-train de société tout à fait normalement.
lorsque l'Empire romain s'est écroulé, par exemple, eh bien, le savoir-faire des potiers dans la Narbonnaise ou en Aquitaine qui vendait, on est passé d'une société riche sous l'époque romaine à une société appauvrie, eh bien, ça n'a pas modifié fondamentalement le savoir-faire des potiers, ça ne s'est pas écroulé, simplement ils ont modifié leur savoir-faire en fonction, disons qu'ils ont mis en avant certains aspects de leur savoir-faire qu'ils ne développaient pas avant et qu'ils vont développer parce que la clientèle était plus pauvre et c'est tout. La traduction a souvent été qu'il y avait une perte des savoir-faire, ce qui s'est avéré totalement faux à l'étude archéologique, bien sûr. Donc, il ne faut pas mélanger complexe technique et système technique. Alors là, je vais venir après sur disons les systèmes techniques, mais je voudrais d'abord intercaler la lignée technique. Donc là, c'est Yves Deforges qui développe cette notion de lignée technique. Je ne parle pas ici de Simondon, qui certes en parle, mais n'a pas eu l'influence qu'a eu sur cette question de lignée technique Yves Deforges. Alors, les historiens n'utilisent pas. Il y en a quelques-uns, mais les historiens des techniques en général se contrefichent de ça. Il y a quelques archéologues des techniques, plus peut-être que d'historiens d'ailleurs, mais globalement, les usagers de la notion, ce sont les ingénieurs concepteurs, c'est les ingénieurs spécialisés en ménagement de l'innovation et principalement en ce qu'on appelle en conception réglée. Vous avez des cours on va dire, de technologie générique, parce que c'est ça, qui développent ces notions de lignée technique, telles qui sont données à l'UTBM, vous voyez, à l'UTC, à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, dans les universités de technologie en France et dans les IUT. Donc, c'est un outil qui est indispensable pour comprendre l'origine d'un objet technique et son évolution possible. Donc, on est dans une approche générique. Et ça permet de comprendre l'historicité d'un objet technique, voire de la dominer, c'est-à-dire ce qu'on appelle la conception réglée, c'est-à-dire c'est concevoir un outil en faisant un petit peu, on va dire, la filiation avec tous les outils qui ressemblent et créer quelque chose de nouveau en prenant les différentes parties des outils qui appartiennent à les différentes parties des objets qui relèvent de cette filiation technique et en les remaniant de façon à créer du nouveau. C'était ainsi, par exemple, qu'on créait de nouvelles roues hydrauliques à la fin du 19e siècle. Pour les adapter, eh bien, il y avait des déclinaisons de roues hydrauliques, il y avait des déclinaisons de tous les outils possibles, de toutes les parties possibles de la roue hydraulique, et en mélangeant, on va dire, telle partie avec telle partie et telle partie, on créait une nouvelle roue hydraulique pour un besoin spécifique. Et c'est à ça que sert la lignée technique. On a donc un outil de conception générique, en quelque sorte, qui a été, je le répète, très, très, très utilisé. Le risque, et sans doute pourquoi c'est une notion, pardon, je vais trop vite, c'est une notion qui est mal comprise en particulier par les historiens et parfois aussi par les archéologues, eh bien, c'est de considérer que le boulot est fait quand on a créé une typologie. Or, ça, on le sait depuis longtemps maintenant, et on l'a appris en archéologie très longtemps aussi, établir une typologie n'explique rien. On n'explique rien avec une typologie. On établit une typologie, c'est tout, c'est-à-dire une collection. Voilà. Le deuxième risque, c'est d'assimiler le développement d'une lignée à un fait historique mécaniquement lié à un contexte ou une période. Bon, là, je prends un exemple, je reviens sur mes fours verticaux, c'est-à-dire le cas des bas-foyers. Quand on a donc toutes les connaissances justement des bas-foyers, c'est fait en France des bas-foyers de l'époque romaine et de l'époque médiévale, voire moderne. C'est développé dans les années 80, en particulier avec l'ouverture des autoroutes. Une loi obligeant à ce que toute autoroute fasse l'objet de fouilles archéologiques. Et vu l'importance des terrains développés, il se trouve que l'archéologie a fait émerger une quantité assez incroyable de bas-foyers
Et donc, à partir de quoi on a pu essayer d'établir ce qu'étaient ces bas-foyers. Et dans le premier moment, on a donc mis en place des typologies de bas-foyers et on a, dans un premier temps, assimilé une forme de bas-foyer à une époque. Par exemple, ce type de bas-foyer qui donnait ce type de scorie, eh bien, puisqu'on n'a pas le métal, hein, le métal il a été utilisé, ce qui reste de voyer, c'est forcément la scorie. Ce type de bas-foyer, avec tel type de scorie, correspond à telle époque. Ça, c'était l'époque romaine, ça, c'était l'époque ceci, ça, c'était l'époque cela. Et on considérait qu'on passait d'un bas-foyer à un autre, en quelque sorte. C'était un peu l'idée qu'on en avait. Et on s'est rendu compte, en particulier avec les fouilles faites en Bretagne, que c'était totalement faux. Il se trouve que la région de la forêt de Paimpont a été un grand centre, disons, de paléométallurgique, puis sidérurgique, quasiment de l'époque de l'Athènes jusqu'aux années 1860, ce qui fait vraiment une étendue en termes de durée extrêmement longue. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout ça, parce que nous, on trouvait référés, disons, à des stratigraphies ou des artefacts médiévaux, des fours, des types de fours qui avaient été repérés et pensés comme étant de l'époque romaine. Or, on était au XIIIe, au XIVe siècle, ce qui fait quand même presque 10 siècles de différence. Hein. Et en fait, on s'est rendu compte que l'existence des différences au sein de la filiation entre les fours n'était pas chronologique, n'était pas d'une période, elle était fonctionnelle. Quand on avait besoin d'un tel type de métal, on faisait tel type de four. Et quand on avait besoin d'un tel autre type de métal, on faisait un autre type de four. Ils avaient une panoplie d'outils à leur disposition qu'ils mettaient à profit pour répondre à la demande, en quelque sorte, de tel ou tel type de métal. Ça a un peu révolutionné notre approche. Et donc, on peut difficilement associer un état technique, on va dire, à une période ou à un contexte. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les fonctions, mais globalement, un outil, ça sert à quelque chose. Et donc, c'est ça. Et comme ça sert à quelque chose, c'est pas lié à une période, c'est lié à une fonction. Aujourd'hui encore, je rappelle qu'on se sert du marteau. Et il y a bien des outils dont on se servait à l'époque, à l'Égypte antique, dont on se sert encore à l'heure actuelle. Et donc, le troisième risque, c'est d'en faire le support d'une approche évolutionniste, c'est-à-dire envisager le déroulement d'une lignée soit exclusive de l'irréversibilité. Puisqu'on passe de l'époque romaine à l'époque médiévale, eh bien, on change complètement d'outils et il ne peut pas y avoir à l'époque médiévale d'outils qu'on utilisait à l'époque romaine, etc., etc., etc. Vous voyez? Or ça, bon, on peut aussi, je ne vous ai pas parlé de la roue hydraulique, mais on peut faire une histoire de la roue hydraulique qui franchit allègrement toutes les époques, en France, jusqu'à le plein XXe siècle, et qui nous semblent parfois les plus rudimentaires. Donc voilà, on va dire, avantage et inconvénient de cette notion très riche et très dangereuse aussi. Et donc, la notion de système technique, là, les pères fondateurs, on va dire, c'est Jacques Ellul, bien sûr, plus lu dans le monde anglophone que dans le monde francophone. Bertrand Gilles, qui est plus connu que lu, et Alain Gras, qui, lui, a développé la notion de méga-système technique. En particulier, par exemple, autour de l'aviation, autour de laquelle il a beaucoup travaillé. Alors, qui utilise la notion? Je veux dire, là, par contre, c'est l'inverse, c'est tout le monde. Tout le monde parle de système technique. Quand vous tapez système technique sur Google, vous allez voir une floraison de tout le monde parle des systèmes techniques. C'est devenu une notion valise. Et vous avez souvent, d'ailleurs, dans les articles, les bouquins, vous lisez les systèmes techniques à la Bertrand Gilles. J'ai oublié le là, excusez-moi. Les systèmes techniques à la Bertrand Gilles. On pourrait presque mettre des tirets, hein. Ce n'est pas discuté, tu mets là-dessous ce que tu veux, mais bon, les systèmes techniques à la Bertrand Gilles. Par contre, il y a un usage très spécifique et qui est complètement parallèle et qui n'interfère pas ou peu qui n'interfère pas, c'est la notion de système technique telle qu'elle est utilisée en ingénierie industrielle pour disons, indiquer un ensemble technique organisé. Vous voyez, c'est à peu près ça. Alors,
Le système technique, eh c'est un outil qui est indispensable pour appréhender la dynamique des relations techniques société dans une perspective systémique. La notion de système technique telle que l'a développée Bertrand Gilles s'inscrit dans le cadre de la pensée systémique et c'est la première approche, la première tentative qu'a fait un historien pour introduire la systémique dans l'histoire, dans la pensée historique. Alors, bon, avec toutes les complications que ça a impliqué à l'époque, et on va dire une semi-réussite. Alors, c'est un outil qui est indispensable pour comprendre la complexité des agencements techniques et technologiques contemporains. C'est ce pourquoi, d'ailleurs, Alain Gras parle de méga systèmes techniques. Et le risque, c'est d'en voir partout. Alors, je veux dire partout, ma foi, à l'époque moderne, au Moyen-Âge, etc., en oubliant ce qui est essentiel dans un système, c'est l'interaction avec effet-retour. Alors, celui qui s'est le premier fait piéger par ça, c'est Bertrand Gilles, puisque Bertrand Gilles, vous savez, a distingué deux grands systèmes techniques, le système eau-bois-vent et le système fer-charbon-vapeur. Donc, si on peut considérer qu'il a bien existé un système fer-charbon-vapeur, ce qui a donné la locomotive, si vous voulez, bien sûr la machine à vapeur, et qui effectivement a eu un impact structurant sur l'ensemble de la société, j'ai ajouté moi-même qu'il y avait un système pétrole-électricité-alliage qui a eu un impact structurant, c'est l'informatique par exemple, qui a un impact structurant sur la société. Le système eau-bois-vent n'a jamais existé autrement que dans l'esprit de Bertrand Gilles. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a jamais eu d'interaction et d'effet en retour entre l'eau, le bois et le vent. Simplement, à l'époque, c'était un environnement technique, ce n'est pas la même chose, ce n'était pas un système. Et quand, disons, des agencements hydrauliques disparaissaient, ça n'empêchait pas les outils utilisant le vent de fonctionner, et la société ne s'effondrait pas. Aujourd'hui, si un élément du système pétrole-électricité-alliage s'arrête ou disparaît, on peut penser aux alliages, on peut penser au pétrole, eh bien, il est certain qu'on aura un collapsus sociétal profond. Ça ne fait aucun doute. Et il en aurait été de même, on va dire, pour le système fer-charbon-vapeur, puisque l'intégralité de la structuration socio-économique reposait sur cet agencement technique. Et là, actuellement, c'est le cas, d'où d'ailleurs, on va dire, les craintes sur l'évolution actuelle et la difficulté qu'il y a à penser. On l'a bien vu avec la COP 26, là, et on le verra avec la COP 27, la COP 28 et toutes les COP que vous verrez, la difficulté qu'il y a à penser de façon en même temps ce qu'apporte le système pétrole-électricité-alliage et ce qu'il détruit. Et comment faire empêcher qu'il le détruise. Voilà. Alors, au total, donc, si vous voulez, ces quatre notions sont extrêmement fructueuses et parfaitement délaissées, à part, je répète, celle de chaîne opératoire pour les archéologues, qui l'utilisent de façon le plus souvent très judicieuse et nécessaire, et de même pour les anthropologues. Alors, fructueuse, je me suis amusée à faire ces petites choses pour égayer un peu on va dire, le PowerPoint. Ma foi, ça permet à l'archéologie des techniques et à l'anthropologie des savoir-faire de fonctionner et ça permet à l'histoire des techniques de décrypter et d'analyser l'historicité des techniques et de la technologie, ce qui est théoriquement son métier. Le travail de l'historien des techniques, c'est bien de décrypter, d'analyser l'historicité des techniques et des technologies. C'est son boulot en principe. Alors, pourquoi ça a été délaissé en particulier par les historiens? Je rappelle que nous sommes bien dans le cadre de la francophonie, je le précise bien, mais parce que le référentiel de tout ça, c'est l'histoire technique des techniques. On parle bien des techniques. Or, cette histoire technique des techniques, je l'ai vécue en direct, je dois dire, ça c'est là où c'est de l'historiographie vécue, on va dire, a été supplantée. Excusez-moi, le référentiel a été supplanté dans les années 90 par ce qu'on a appelé une histoire sociale des techniques.
Alors, ça, c'est une catastrophe intellectuelle, mais totalement supplantée. C'est-à-dire qu'il n'a plus été question de faire d'histoire technique des techniques. Ça, ça n'avait aucun intérêt. C'était mettre les mains dans le cambouis et parler de technique. Pour le plus grand dame de personnes comme François Sigaud, qu'on a bien récupéré après, mais qui était vraiment très, très embêté par ça. Moi-même, à l'époque, j'étais toute petite, on n'en parle pas, même si je m'y suis opposée, mais bon, il n'en était pas question. Aux grandes dames aussi de Paul Benoît, il faut bien préciser, à qui j'ai succédé à Paris 1, eh bien, l'histoire sociale des techniques a balayé tout ça. Alors, l'histoire sociale des techniques, qu'est-ce que c'est? C'est cette espèce de, comment dire, je ne sais pas comment dire, je préfère pas le qualifier parce que cette espèce de, je sais pas, de manteau, de manteau pseudo-conceptuel, voilà, qui a recouvert, qui a envahi tout ce qui pouvait aller, tout ce qui était l'histoire des techniques. On est après la disparition de Bertrand Gilles, hein. Eh bien, ça vient des social sciences des États-Unis, hein, ça c'est clair. Social sciences qui ont développé une théorie appuyée sur des exemples parfois faux, par exemple pour la bicyclette, hein, l'exemple est pris est faux, hein, disant que toute technique s'explique par le social, c'est-à-dire que la seule explication, le seul rapport de causalité des techniques, c'est le social. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces social sciences et donc cette histoire socio-économique des techniques qui s'est développée, ou l'histoire sociale des techniques si vous voulez, hein, eh bien, a refusé catégoriquement le déterminisme technique et l'a remplacé par un monodéterminisme social. C'est ça qui s'est produit dans les années 90. Et je crois qu'on n'a pas fini d'en payer, hein, les conséquences. C'est certes du constructivisme, mais c'est un constructivisme non pensé au plan épistémologique, hein, parce que le constructivisme qui consiste à dire que la société construit ses outils, et ça va de soi, c'est évident, hein, et qui s'est développé tout au long du XXe siècle comme une philosophie, une épistémologie tout à fait importante, hein, eh bien là, on a sa version la plus, on va dire, la plus caricaturale, c'est-à-dire qu'en fait, quelque chose qu'on appelle la société définit tout le reste, c'est-à-dire la technique. Alors, à ça s'y ajouté tout un mouvement qui s'est développé dans les années 90 en Europe autour de la société de la connaissance. Ça a été impulsé par la CEE, par, disons, comment s'appelle, l'Europe en tant qu'institution, hein, et Société Connaissance, qui a fait se rejoindre deux courants de l'économie, mais de l'économie qualitativiste, non quantitative, à savoir le courant d'économie de l'innovation, je dis bien qualitativiste et pas quantitativiste, et l'économie de la connaissance. Et tout ça s'est mélangé autour de la société de connaissance et a recherché des référents historiques, en particulier, ils sont allés chercher chez nous, ça a été Ankawa, et ça a été le financement d'ailleurs de tout un axe de recherche sur l'histoire de l'innovation qui a donné cet ouvrage que vous connaissez qui s'appelle Les chemins de la nouveauté, publié conjointement par Liane Pérez et moi-même. C'est un programme commun qu'on pilotait toutes les deux. Et ça a été renforcé en France par un silotage institutionnel, c'est-à-dire que, disons, à l'exception rarissime de la paléométallurgie et peut-être d'ailleurs de l'archéologie des techniques au-delà, c'est-à-dire le verre, le textile, etc. Mais globalement, en France, les archéologues ne parlent pas aux anthropologues qui ne parlent pas aux historiens, même si les uns et les autres prétendent le faire. Et les financements de la recherche n'ont fait qu'accentuer ce silotage institutionnel. Et comme vous avez compris, n'ont fait qu'accentuer par le biais de la notion de société-connaissance, disons, tout ce qui est rapporté aux social sciences. Donc, c'est une sorte de machine infernale qui s'est mise en place, qui fait qu'on a l'histoire des techniques qui était très à la mode, il faut le dire, dans les années 80,
a dévié totalement, massivement et en bloc vers une histoire sociale des techniques, c'est-à-dire que ce qu'on ne regardait plus, c'était les techniques, c'était les usages, c'était les acteurs. Donc, on faisait de la socio-économie des techniques. Et on fait toujours de la socio-économie des techniques. Le village gaulois qui a tenté de résister, je dois dire, ça a été Paul Benoît, et ça a valu mon recrutement à Paris, hein, d'ailleurs. C'est tout à fait de cette manière que ça s'est fait. Voilà. Alors, voilà pour, vous voyez, pour ces notions, leur histoire un peu triste, et pourquoi ces notions qui sont extrêmement riches, eh bien, sont extrêmement sous-utilisées, pas chez nous, vous l'avez bien compris, dans le reste, on va dire, de l'univers d'histoire des techniques, à telle enseigne, ça, c'est pas Anne-Sophie Ritt qui va me contredire, que lorsqu'elles sont utilisées maintenant, on considère que tout vient de moi, en fait. C'est-à-dire que actuellement, il y a une espèce de légende urbaine qui s'est mise en place dans l'histoire des techniques en France, qui tend à considérer que les notions de lignée technique, de système technique, de complexe technique, pas de chaîne opératoire, mais les trois autres, eh bien, ce sont des notions d'Anne-Françoise Garçon. Alors, je m'inscris complètement en faux contre ça. J'ai certes utilisé, développé, travaillé à partir de ça, parce que c'est notre boulot d'historien des techniques de s'occuper de l'histoire des techniques. Ça ne m'a pas empêché de m'occuper du social, bien évidemment, mais quand on prend les techniques, quand on aborde les techniques sous l'angle des techniques, eh bien, il faut des référentiels spécifiques et ceux-là sont très utiles et très nécessaires. Voilà, ça c'est pour le grand chapitre sur les 4 notions. Alors, bien évidemment, je n'inclus pas, et ça c'est l'intention de Martine et de Joël, Jean-François Bellost fait partie des historiens qui ne se sont pas inscrits du tout dans cette optique. Lui aussi, il a fait partie des irréductibles gaulois, et vous comprenez sans doute pourquoi il a été pendant 10 ans membre du jury du master TPTI, membre permanent du jury du master TPTI, bien sûr. De même d'ailleurs que Serge Benoît, qui a vu ça aussi avec effarement, lui de même. On a vécu ça ensemble. Je quitte ce sujet, on en discutera si vous voulez, et je reviens maintenant sur les topiques. Kesako, qu'est-ce que ça veut dire, hein, Kesako? C'est topique. Alors là, on n'est plus en histoire technique des techniques, on est en histoire de la pensée technique. Donc, on se place plutôt dans l'ordre de l'immatériel, si j'ose ainsi m'exprimer, bien que je n'aime pas beaucoup ça. Et donc là, on est sous un autre angle. Alors, voilà, je suis allée trop vite là. Je voudrais commencer par là. Donc, brève histoire du mot. Le premier qui parle de topique, c'est Aristote, qui en fait un livre 5 de son grand livre, de son grand ouvrage Organon. Pour Aristote, les topiques, ce sont des instruments pour la connaissance, c'est-à-dire que pour connaître, eh bien, il faut développer des topoi. Et il faut user de topoi, c'est-à-dire de lieux communs à partir desquels d'opinions générales partagées par tous, si vous voulez. Le topos, c'est un espace de pensée. Ça, il faut bien comprendre. Le topos, c'est un espace de pensée. Et donc, pour connaître et partager la connaissance, explique Aristote, il faut développer des espaces de pensée communs à tous, partageables, en quelque sorte. Cicéron reprend l'affaire et dans un ouvrage qu'il lui-même intitulé Topique, vous trouvez ça très facilement, et de toute façon, j'ai résumé ça aussi, tout ça dans la bibliographie. Va aller un peu plus loin en quelque sorte et plus efficace que Aristote sur ces questions, plus efficace en ce sens qu'on passe de la philosophie à un rhéteur. Hein. Je vous rappelle que Cicéron est un avocat et que son métier, c'est de faire des discours. Or, les discours, on est dans le monde de l'oralité, hein, on est dans le monde de l'oralité, et donc il faut développer des méthodes pour être efficace dans son discours. C'est-à-dire qu'au lieu de vous présenter des PowerPoint, hein, parce que là, vous voyez que l'efficacité de l'oralité, elle se fait par le PowerPoint, je vous montre des images, et à partir de là, vous réfléchissez, vous rebondissez dans votre tête, vous voyez,
vous mélangez un peu ce que je dis et ce que vous lisez, etc. Bon, cet outil d'image projetée, il ne l'avait pas à l'époque de Cicéron. Et donc, en fait, ils travaillaient à projeter des images mentales pour eux-mêmes, pour développer leur discours, si vous voulez, des sortes de PowerPoint intérieurs. Et ces PowerPoint intérieurs, il fallait qu'ils soient suffisamment forts pour qu'ils soient partageables par l'auditoire. Donc, ce sont, là encore, des espaces de pensée, mais, ajoute Cicéron, qui permettent une invention logique pour argumenter. Vous allez voir après que ça a un référent anthropologique très fort. Alors, ça a été repris à la Renaissance. Alors, j'insiste sur le fait que Cicéron n'a pas été négligé pendant le Moyen-Âge, bien au contraire. Mais d'une part, on a redécouvert à la Renaissance pas mal d'écrits d'Aristote ou de pseudo-Aristote, et on a commencé à lire le grec, ce qu'on ne faisait pas encore au Moyen-Âge. C'est le monde arabe qui a apporté à l'Europe ces écrits grecs et la lecture du grec. En fait, le grec est revenu à l'Europe latine par l'intermédiaire du monde arabe. Et donc, à la Renaissance, il y a eu une reconsidération des écrits d'Aristote et de Cicéron. Une reconsidération, on les a repensés, on a repensé leur rapport. Et donc, quelqu'un comme Mélenchon a développé cette notion d'invention logique à partir des topoi, des espaces de pensée, et il en a même fait une sorte de pensée pré-encyclopédique, en faisant une indexation méthodique. Rappelez-vous que la Renaissance, c'est aussi l'invention de l'imprimerie, et donc le moment de la réduction en art, c'est-à-dire de la mise en écrit, de la rédaction de ces choses qui étaient avant des choses de l'oralité. Et je renvoie là aux travaux de Benjamin Rabier, sur les théâtres de machines. Les théâtres de machines, qu'on a longtemps interprétés comme étant des choses un peu folles, des choses inventées qui n'existaient pas, etc. On sait maintenant que ce sont souvent des machines qui ont réellement existé. Et Benjamin a parfaitement démontré dans sa thèse, que je vous invite à lire parce qu'elle est en ligne et qu'hélas, je ne pense pas qu'elle sera publiée. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. En fait, ce sont vraiment des topics exactement, c'est-à-dire des cartes mentales imprimées en quelque sorte, qui permettent à l'ingénieur de réfléchir par rapport à chacun des mécanismes proposés, si vous voulez, et pour le développer. Et ça, Benjamin le dirait mieux que moi, mais il l'a parfaitement démontré en analysant d'ailleurs techniquement les théâtres de machines. C'est le premier à avoir fait ça, une étude technique des théâtres de machines. Celui qui a, tout ça abouti au XVIIe siècle à la pensée de Jean-Baptiste Vico, qui a écrit La science nouvelle. Alors, j'espère que Claudia n'est pas là. Si elle est là, Claudia, tu me pardonnes pour mon accent italien, parce que Vico est italien. Scienza Nuove, il parle en italien, il écrit en italien. La science nouvelle. Et c'est lui qui va développer au maximum cette notion de topique. Il va en faire ces espaces de pensée. Lui, il va les penser comme des universaux d'imagination. Des universaux d'imagination, c'est-à-dire des points communs que chacun peut penser et auxquels chacun peut accéder dans son imagination. Vous voyez qu'on est encore dans la notion de l'invention. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans La science nouvelle, la topique est l'art de rendre les esprits inventifs, comme la critique est l'art de les rendre exacts. Donc, aujourd'hui, on parlerait tout simplement d'espace de conception. C'est ce qu'on dirait. Ce sont donc des espaces de pensée partagés par l'imagination et qui s'appuient sur l'émotion, l'esthétique et le sens commun. Mais le sens commun pris au sens noble, c'est-à-dire ce qui fait sens et qui est partagé par tout le monde. Alors aujourd'hui, j'aurais dû mettre d'ailleurs espace de conception et bien sûr carte mentale. Ça, c'est l'histoire du mot. L'histoire du mot s'arrête brutalement. Alors, je vais peut-être l'aller là déjà. Attendez. Voilà, je prends cette diapositive d'abord.
ça va s'arrêter brutalement après Vico, c'est-à-dire Vico décède en 1725. Hein. Donc, le XVIIIe siècle, d'ailleurs, le XVIIe puis le XVIIIe vont développer la méthode hypothético-déductive. Ensuite, le positivisme, c'est la fin des topiques, du moins leur relégation, parce que bien sûr, ça continue, mais c'est leur relégation. Et c'est seulement à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle que ça va être redécouvert. Alors là, Horresco Referens, c'est Freud qui va comprendre l'intérêt, l'intérêt de cette notion, qui va réinventer la notion autour de la psychanalyse pour en faire les espaces, on va dire, dans lesquels la manière dont s'organise l'inconscient, avec les grandes topiques qu'il a mises au point, j'en parlerai pas ici, mais ensuite, ça a été remis en œuvre et déployé dans le cadre de la pensée systémique. Et c'est au fondement de la modélisation, non pas la modélisation mathématique, ni même d'ailleurs la modélisation numérique, mais de la modélisation computationnelle, celle qui donne aujourd'hui les jumeaux numériques et toutes ces autres choses. Vous voyez, la modélisation symbolique, si vous voulez, hein, parce que c'est Jean-Louis Lemoyne qui définit la modélisation computationnelle comme l'industrialisation par le numérique des formes de symbolisme, en quelque sorte. Symbolisme, on parle bien ici du symbolisme analogique, hein, métaphorique, et pas du symbolisme mathématique. Donc, et d'ailleurs, Jean-Louis Lemoyne se réfère directement à Jean-Baptiste Vico. Donc ça, c'est pour l'histoire de la notion. Mais maintenant, si on prend ça sous un autre angle, si on analyse ça avec les lunettes des régimes de pensée opératoire, donc, eh bien, en fait, le monde grec, puis le monde latin, puis le monde européen, on va dire le monde de la Renaissance, va objectiver par l'écrit une méthode de pensée qui s'est structurée au plan anthropologique dans toutes les sociétés dans le cadre de l'oralité. Parce qu'il faut se rappeler que la pensée humaine, ce qui fonde la pensée humaine, ce n'est pas l'écrit, c'est l'oral. Et que ça, quoi qu'on en fasse, on reviendra toujours à ce fondement essentiel. Et d'ailleurs, ça, c'est un numéro, on va dire, de la grande revue d'ethnologie française des années 80, je crois que c'est un numéro de 82 ou 83 qui était consacré aux textures mythiques. Et dans ce numéro, les ethnologues montraient très clairement que les grands improvisateurs, les conteurs, les chanteurs, en particulier au Pays Basque, utilisaient pour ordonner et fixer leur discours des espaces de pensée imagés qu'ils visitent à mesure de leur discours. Ils ont pour se rappeler ce qu'ils doivent dire et pour créer une dynamique de pensée par rapport à ce qu'ils doivent dire, ils se mettent mentalement dans des espaces de pensée qu'ils vont visiter. Et c'est exactement comme ça que fonctionne la pensée mythique. Avec cette capacité, on va dire, en fait, ces espaces de pensée eh bien, étaient partagés par l'auditoire. Et en fait, on a fini par comprendre parce que quand on met par écrit les mythes, on les fixe. C'est ce qu'a fait Homère, par exemple. Hein. On les fixe définitivement dans une interprétation. Mais les anthropologues qui ont travaillé sur les mythes en Afrique, par exemple, ont découvert que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passait. C'est-à-dire qu'en fait, chaque conteur a sa version et développe des versions différentes du mythe. Et c'est ce qu'apprécie le public, en fait. C'est-à-dire qu'on crée une dynamique dans ces espaces de pensée. Et donc, eh bien, vous avez là, par ces topiques, qu'est-ce qu'a fait Aristote ? Ben, il a formalisé et il a objectivé, en philosophant, c'est-à-dire une tentative scientifique, cette manière de penser qui est en fait anthropologique. Et ça a été repris par Cicéron, puis par Vico, et actuellement, c'est repris eh bien, par tous les travaux qui se font dans le cadre de la modélisation computationnelle. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. D'où il résulte que toute pensée d'action comporte une part d'imaginaire, on est là dans l'espace de conception, et une part de savoir-faire, et là on est dans l'espace de connaissance. Donc, in fine, la topique de pensée, c'est un espace de mental partagé par les membres d'une communauté. Et cette communauté, elle peut être professionnelle, scientifique, politique, religieuse. Tout établissement humain possède des espaces mentaux partagés.
et à partir desquels ils sont susceptibles d'agir en commun. Alors, est-ce que c'est assimilable au tacit knowledge? Je suis obligée d'aller un peu vite, je suis désolée, on y reviendra sur le… alors, la traduction de tacit knowledge n'est pas savoir tacite, c'est connaissance implicite. Et ce n'est pas pareil en France, le tacite, c'est pas pareil en français, le tacite et l'implicite. L'implicite, c'est ce qui ne se dit pas parce qu'on n'éprouve pas le besoin. Le tacite, c'est ce qu'on ne dit pas parce qu'on ne veut pas le dire. Donc, tacitual knowledge, en français, c'est connaissance implicite. Alors oui, bien sûr que ça rejoint les connaissances implicites, mais attention, comme on l'a vu, on n'est pas forcément dans l'implicite. L'espace de connaissance, il peut être partagé explicitement par l'oralité et il peut être partagé explicitement aussi, enfin, il est partagé explicitement par l'oralité. Donc, c'est autre chose, ça appartient au domaine de l'implicite et ça appartient au domaine de l'explicite. Ça, c'est complexe, peu travailler, hélas. Moi, je ne peux pas tout faire. Voilà pour dire les choses. Alors, rapidement, les études de cas, je vais aller très vite. Comment l'Europe inventa le zinc? C'est là où l'idée, c'est-à-dire que j'ai été très frappée lorsque j'ai travaillé dans les années 90 sur cette question des non-ferreux et du zinc, que les Européens n'étaient pas capables de penser le zinc comme un métal, alors que ça ne posait aucun problème pour les Chinois et pour les Indiens d'Inde, et ça depuis le 1er siècle après Jésus-Christ. Au XVIIIe siècle, les Européens n'étaient pas capables de penser le zinc comme un métal, ce que faisaient les Chinois et les Européens depuis le 1er siècle après Jésus-Christ. Pourquoi? Eh bien, parce que, on va dire, la pensée, l'espace de pensée propre au métal, si vous voulez, en Europe, c'était quelque chose qu'on obtenait en le mettant dans le feu, en le sortant du feu et en le battant à l'enclume. Vous pouvez toujours essayer de battre du zinc à l'enclume, vous n'allez pas réussir parce que ça s'obtient par distillation. Et l'idée qu'un métal puisse s'obtenir par distillation était impensable au sens propre au XVIIIe siècle en Europe. Confère l'article « Comment l'Europe inventa le zinc ». Et c'est ça qui a attiré mon attention, si vous voulez, sur cette notion et qui m'a amené… Alors du coup, je suis passée à l'acier. L'esprit européen s'est avéré incapable pendant des siècles de penser l'acier comme un alliage. Pour les mêmes raisons, comme l'acier, c'était le plus dur des métaux, celui qui permettait de forger les autres en quelque sorte, de forger la pierre, etc., et qu'on l'obtenait le plus souvent par décarburation, c'est-à-dire en frappant et en faisant gicler en fait les atomes de carbone à partir de… Eh bien, forcément, cet acier, c'était un métal plus pur que le fer. C'était impensable de le considérer comme un alliage. Vous savez, c'est un alliage fer-carbone. Et donc, c'est ça qui m'a amené à réfléchir en termes de topic du pensée. Et donc, j'ai défini à partir de là une matrice. Cette matrice, là, c'est tiré de mon bouquin « L'imaginaire et la pensée technique ». C'est une intervention que j'avais faite, disons, en Allemagne, à l'Institut à Berlin, et qui a été ensuite publiée en allemand. Donc, cette matrice, c'est, voyez, c'est procédé, usage, qualité, nature. C'est-à-dire que tout métal est pensé en Europe, mais j'ai pu constater que ça pouvait être le cas après. Cette matrice était applicable, disons, plus largement que l'Europe, est pensée dans une matrice de pensée qui inclut, dont les bornes sont le procédé utilisé pour l'obtenir, l'usage qu'on en fait, la qualité et la nature. Et la première topique de l'acier, eh bien, elle ne s'occupe pas de l'usage, c'est-à-dire qu'on va penser l'acier en faisant se rejoindre le procédé, la qualité et la nature. Et la nature est conçue comme… La qualité détermine la nature du métal
Et c'est le procédé qui va déterminer la qualité et la nature. La nature est perçue comme une qualité. Et c'est à partir de la nature qu'on détermine l'usage. Mais l'usage n'est pas fondamental à cette époque-là. Ce qui est vraiment déterminant, c'est ça, procédé, qualité, nature. On ne fait pas un acier pour faire quelque chose, on fait un acier de styrie, un acier de caracie, un acier de ceci, un acier de cela. Ça veut dire tel procédé, telle nature, telle qualité. Et c'est comme ça qu'ils sont vendus. La seconde topique de définition de qualité, tout va partir de l'usage. Et c'est l'usage qui va déterminer qualité et procédé. La nature disparaît. Et ça, c'est avec le procédé Bessemer que ça arrive, ça. C'est-à-dire que le procédé Bessemer, l'acier Bessemer, le métal Bessemer, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, et à la limite, on s'en fiche complètement. D'ailleurs, ça a valu une révolte des scientifiques dans les années 1870. Par contre, on sait comment le faire et on sait à quoi il sert. On connaît parfaitement ses qualités, en fait, on ne parle pas des qualités pour déterminer le métal, on ne parle pas du procédé pour déterminer le métal, eh bien, c'est l'usage qui va déterminer le procédé et c'est l'usage qui va déterminer la qualité. On sait maintenant scientifiquement à cette époque ce que c'est que l'acier, mais en fait, on s'en occupe pas. On s'en occupe pas. Ils le disent comme ça. À telle enseigne qu'on va appeler acier, de l'acier à 0% de carbone, c'est-à-dire du fer. La troisième topique, eh bien là, on va avoir une prédominance de la relation procédé-usage qui va déterminer une nature pratique de l'acier différente de sa nature scientifique. Donc en fait, ça, c'est une évolution qui va se précipiter en quelque sorte. Et vous voyez, donc on a, ça c'est la première topique, elle est avant les années 1680. La seconde topique se dessine entre 1680 et 1860. Après 1860, on obtient ça et c'est en cours de réagencement. Parce que, confère un article que j'ai publié il y a peu de temps, disons que la notion d'acier est toujours commercialement, j'entends, pas scientifiquement, mais commercialement, elle est toujours très fluctuante. Et j'ai donc appliqué ça au cuivre dans la très très longue durée et j'ai pu voir qu'on peut utiliser cette matrice, procédé, qualité, nature, usage, pour comprendre comment les sociétés humaines, alors à l'échelle du globe, pensèrent le cuivre dans le temps long. Il y a deux axes qui sont apparus. Alors ça, j'ai mis côte à côte toutes les recherches qui avaient été faites en Amérique du Nord avec les Indiens qui ont développé toute une civilisation du cuivre, mais aussi, bien sûr, l'Égypte pharaonique, pareil, bien sûr, le Japon, etc., etc. Aussi l'Afrique, ça va de soi. Il faut toujours se rappeler que l'Afrique, c'est le royaume de la métallurgie, il est africain, ce sont des très grands métallurgistes, les Africains. Donc, eh bien, il y a une prédominance soit de l'axe qualité-nature, soit de l'axe procédé-usage. C'est tout à fait intéressant, tout à fait intéressant. Dans l'axe qualité-nature, eh bien, le cuivre, c'est le matériau du tranchant, du brillant, du malléable. Et dans l'axe procédé-usage, ce qu'on met en avant, c'est le matériau métal. Et ça se manifeste par exemple en Inde à l'époque du sanskrit. Et le sanskrit met en évidence la notion de métal que ne met pas alors qu'on va mettre dans d'autres sociétés, dans la manière dont on exprime le cuivre, parce qu'on on va pas dire métal, d'ailleurs on croit que c'est une pierre, mais on va mettre le tranchant, le brillant, le malléable. Et donc, au total, sur le cuivre, eh bien, c'est la topique qualité, procédé, usage qui est structurante. Ce qui n'a pas été le cas pour l'acier, j'aurais pu le dire comme ça. Vous voyez? Tout ça pour dire quoi? À la limite, je dirais qu'on s'en fiche du cuivre et de l'acier, mais tout ça pour dire que oui, il y a des espaces de pensée structurants qui peuvent bloquer des compréhensions et des connaissances ou qui peuvent au contraire développer des formes d'usage et du coup renforcer ces espaces de pensée au passage. Et qu'il serait intéressant en histoire des techniques, eh bien, de travailler à comprendre
comment fonctionnent ces espaces de pensée, ces topiques de pensée, vous voyez, qui sont des référents dans lesquels réfléchissent nos artisans, nos chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, enfin, toutes les sociétés humaines qui développent et produisent des objets techniques et les utilisent. Voilà. C'est ça que je voudrais, que j'essaye de travailler avec ces notions de topique en quelque sorte, qui est donc différente, vous voyez, des autres notions, mais qui a sa propre existence, bien sûr, indépendamment de l'histoire des techniques, ça c'est clair. C'est une adoption, on va dire, et qui, au passage, dont vous avez bien compris, hein, que ça n'a rien à voir avec la psychanalyse. La psychanalyse n'a fait qu'adopter ça, elle aussi, à son avantage, ou pas. Voilà.